Bienvenue à toutes et à tous, c'est le grand débat de la rédaction d'UDN Télévision et Diaspora FM. Après un petit moment de congé, l'émission revient en force pour décrypter l'actualité nationale. Aujourd'hui, ce vendredi 31 mai 2019, plusieurs sujets d'actualité au menu de cette émission, d'analyse, de commentaires, de chroniques, d'opinion des journalistes du groupe de presse d'UDN Télévision et Diaspora FM. La main tendue du chef de l'État à l'opposition ou à la classe politique, le dialogue national promis par le président Patrice Talon au cours de son adresse à la nation le lundi 20 mai 2019. Plusieurs partis ont répondu. L'opposition trouve que c'est un point tendu, pendant que d'autres partis issus, bien sûr, de la mouvance présidentielle, dont l'UDBN par exemple, et même un autre parti de l'opposition FCDBE, disent oui quand même à cette main tendue par le chef de l'État. Analyse, quelle réaction, bien quelle analyse, nous en parlerons dans cette édition maintenant du chef de l'État. L'UDBN dit oui à Patrice Guillaume Talon. Ensuite, un deuxième sujet, vous le savez très bien, la HAC 6e mandature, l'élection est lancée, le processus lancé, la campagne électorale a démarré. Pour représenter valablement quels sont les atouts des candidats que nous avons en lice au niveau de la presse écrite, audiovisuelle et également au niveau des techniciens de la presse nationale. Nous en parlerons au cours de cette émission. Plusieurs agents de l'État épinglés, cités dans des vastes dossiers de malversation. Ça a été relevé et évoqué en Conseil des ministres ce mercredi 29 mai 2019. Le sujet également en débat au cours de cette émission, sans oublier également la nouvelle réglementation dans la gestion du parc automobile de l'État. On va finir tout ceci par faire donc crochet dans le monde sportif, beaucoup plus footballistique, vous le savez très bien. Les écureuils seront à la CAN qui s'ouvre le 21 juin du côté du pays des pharaons en Égypte. Michel Doucier, après la publication de la liste des 23 joueurs sélectionnés, était face à la presse également au cours de la semaine. Les assurances de Michel Doucier, nous en parlerons également au cours de cette émission avec mes confrères Arnaud Mori Agua et Frédéric Seulan. Chers confrères, bonsoir. Voilà. Bonsoir, Corneille Haïssé. Bonsoir aux téléspectateurs de EDN TV. On n'oublie pas les auditeurs de Diaspora FM. C'est un plaisir de vous retrouver après ce temps de congé. Frédéric Seulan. Corneille Moriagua, bonsoir et mes civilités à nos amis téléspectateurs de EDN Télévision et de la 102.3, nos amis auditeurs, sans oublier les internautes qui nous suivent sur notre plateforme numérique. Le retour du forum de la rédaction après un moment de... Bien évidemment. Vous savez, le pays a traversé un moment assez sensible, la législative du 28 avril passé. Donc, vous savez, il fallait sursoir un certain nombre de choses. Et bien, à quelques émissions qui pourraient créer éventuellement quelques soucis, des problèmes. Et c'est dans ce cadre-là qu'une pause s'est imposée. Tout à fait, tout à fait. Et bien, nous voilà de retour pour des analyses prolifiques. S'est imposé de l'autocensure, il faut le préciser. Bien évidemment. Il fallait aussi prendre un peu du recul pour rester impartial, pour ne pas continuer par faire des commentaires, faire des analyses qui pourraient susciter d'autres interprétations qui n'auraient pas arrangé les choses, la situation pendant la période que nous avons traversée. Maintenant que tout a été, en tout cas, maintenant que vous savez que tout est accompli. Maintenant que tout est accompli. Non, pas du tout. Tout est redevenu, mais c'est ça, à la normale. Tout est accompli. Et si je vous posais la question de savoir, qu'est-ce qui a été accompli? Ce qui devrait l'être. Bon, en tout cas, chacun comprend, chacun comprend, j'espère très bien. Alors, on enclenche avec le premier sujet. Le chef de l'État était face au peuple, ça fait déjà plus d'une semaine.
Le président Patrice Talon, très attendu le 20 mai précisément, est revenu. Il a condamné naturellement les violences et les pertes en vies humaines qui ont suivi l'élection, les violences post-électorales les 1er et 2 mai à Kadjiroun. Il est revenu sur la situation au niveau du parc W. Il a évoqué également la douleur ou les réformes, les polémiques autour des réformes, surtout au niveau de la charte des partis politiques et autres, mais tient quand même, il a précisé qu'il reste quand même ferme dans sa position de conduire ces réformes à terme. Il a ensuite annoncé très bientôt dialogue national avec la classe politique. Donc Patrice Talon favorable à l'ouverture au dialogue avec surtout l'opposition. Il a demandé à l'Assemblée nationale de procéder à la relecture du code électoral qui pose aujourd'hui problème, de la charte des partis politiques et autres. Frédéric Serlon, je commence par vous. Patrice Talon, bon, peut-être que certains pourraient dire trop fermé, trop campé sur une certaine position en temps, a quand même laissé une ouverture. Bien évidemment, vous l'avez ici fini par laisser une ouverture. Introduit, Koné Yaïché, pas fini. Je crois que le chef de l'État a toujours laissé une ouverture, qui vous souviennent ses rencontres successives avec la classe politique. Vous voyez, donc, on ne pourrait pas dire qu'il a finalement... Sur la question de la rélecture du code électoral non, mais lors de sa rencontre avec la classe politique avant les élections, qui vous souviennent qu'il avait invité le président de l'Assemblée nationale à diriger la manœuvre afin de réviser ce qui pouvait l'être pour que les uns et les autres puissent participer aux élections. Quoi qu'il en soit, nous revenons à son discours du 20 mai, où le chef de l'État, après les élections, après avoir dit un certain nombre de choses, a affirmé sa volonté de tendre la main, non pas seulement à l'opposition, comme on l'a si souvent dit ces derniers jours, mais à toute la classe politique, parce que ce n'est pas seulement l'opposition qui a été exclue, Koné Yaïché. Des partis politiques, membres de la mouvance présidentielle, n'ont pas pu participer à ces législatives. Au nombre de ces partis, vous avez le Parti du Renouveau démocratique, PRD, l'UDBN, etc. Le chef de l'État, je crois qu'il est resté dans la bonne posture, dans la posture d'un chef de l'État, d'un dirigeant soucieux, bien évidemment, de pérenniser la paix si chère au Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au lendemain de ces élections législatives, il y a une crise post-électorale violente, inédite et sans précédent qui a secoué le pays et qui a conduit malheureusement à la mort de plusieurs concitoyens et à de nombreux dégâts matériels. Et si aujourd'hui il y a ce calme apparent qui règne dans le pays, il se pourrait que ce calme soit précaire si rien ne se passait, si rien ne changeait dans les causes qui ont poussé à cette exclusion, etc. Donc je crois que c'est conscient de cela que le chef de l'État, dans l'objectif de pérenniser la paix qui prévoit actuellement, a décidé d'inviter toute la classe politique et opposition et partie de la mouvance exclue et partie de la mouvance qui ont participé à ces élections, toute la classe politique, un mini-sommet, sinon une petite conférence nationale, comme en 90, j'allais dire, pour discuter du modèle démocratique que nous souhaitons. Un modèle, il a dit, qui cette fois-ci sera constructif. Et là, tout le monde va y participer et ce sera l'occasion en même temps pour réfléchir sur les outils, comment ces outils doivent nous conduire vers le jeu électoral pour que les uns et les autres puissent s'entendre sur l'essentiel avant les prochaines joutes électorales qui viennent. Il y a les communales, il y a la présidentielle de 2021 et je crois que c'est la bonne posture et les uns et les autres devraient pouvoir saisir l'opportunité pour participer à ce dialogue. Tout au long de ce feuilleton, quand même, on a vu à un moment donné le chef de l'État très ferme sur sa position. Quand les débats ont échoué à l'Assemblée nationale, au moment où l'opposition justement réclamait une assise nationale, l'opposition réclamait même la relecture même de ce code et un certain nombre de choses. On a vu le président très ferme sur sa position, mais qu'est-ce qui a changé il le reste rapidement. Qu'est-ce qui a changé juste après l'installation de la 8e législature Je ne crois pas, comme vous connaissez, que quelque chose a changé. Je ne crois pas, comme vous le dites, que quelque chose a changé, parce que si vous suivez le chef de l'État, il y a une constance.
Et en constance, il avait demandé une révision avec les échanges dont on a parlé précédemment, avec Adrien Mbedi et les autres acteurs de la classe politique, à une révision responsable de la charte des partis politiques et du code électoral. Dans son discours du 20 mai, il est resté dans la même posture en demandant une relecture responsable du code électoral et de la charte des partis politiques. Il ne faudrait pas une relecture pour revenir sur l'ensemble des réformes que nous avons tous voulu et souhaité si chèrement, afin que nous puissions évoluer. Eh bien, il a demandé une relecture responsable. Donc, il ne s'agit pas de revenir sur les anciens textes qui nous conduisaient aux différentes élections, mais il s'agit de sauvegarder l'esprit de la réforme, de sauvegarder la réforme en extirpant de ces textes-là quelques dispositions qui posent problème et tous les acteurs, qui soient de la mouvance, de l'opposition, de la société civile, etc., sont d'accord qu'il y a des dispositions dans ces réformes salutaires qui posent, hélas, problème. Et c'est le moment de réfléchir sur ces textes-là et de pouvoir ostraciser ces différentes dispositions qui posent problème afin qu'on puisse jouir de cette réforme. Arnaud Mouriagoua, cette position affichée par le président Patrice Talon au cours de son discours du 20 mai dernier, c'est vrai que les acteurs de l'opposition ont aussitôt réagi, ont trouvé quand même que c'est médecin après la mort. Est-ce que vous trouvez dans cette logique, c'est un peu comme si, bon voilà, tout est fait maintenant, et puis voilà. Et puis, s'il devait y avoir relecture effectivement du code, comme le président l'a demandé, l'a souhaité d'ailleurs, que cela arrive à l'Assemblée nationale, ça sera fait sans l'opposition, bien sûr. Collègue Aïssé, à l'heure où nous sommes, je pense que plus rien n'intéresse l'opposition, que la main du chef de l'État soit tendue ou que le chef de l'État leur tende autre chose. Plus rien n'intéresse l'opposition. J'en veux pour preuve ces conférences, ces sorties médiatiques successives que nous avons observées depuis au lendemain des élections législatives. Déjà, cette première sortie de candidat Zanaï pour dire le pourcentage réel obtenu selon l'opposition, pour également demander de situer les responsabilités. Après, nous avons vu la sortie médiatique de l'honorable Oundoté, et puis lui également qui a eu à dire un certain nombre de choses, Guémé Tokwe qui a effectué une sortie, et encore tout récemment, la semaine écoulée, je crois, bien sûr, en début de cette semaine, candidat Azanaï qui a encore effectué une autre sortie. Et je pense que dans toutes ces sorties-là, ces acteurs de l'opposition n'ont pas manqué de dire qu'eux ne reconnaissent pas la 8e législature. Et donc, et d'ailleurs, ils vont jusqu'à poser des conditions. Hein. Pas de dialogue si on ne revient pas à la situation, c'est-à-dire si on ne revient peut-être pas en arrière, alors que ce n'est peut-être peut-être plus possible, peut-être. Oui, là où nous en sommes, les membres de l'opposition ne reconnaissent pas la 8e législature. Pour eux, le Bénin s'est arrêté à la 7e législature, alors que la roue tourne, ça dit que le processus a continué. Le processus ne s'arrête pas. Pour le chef de l'État, il a effectué une sortie après l'installation de la 8e législature pour donc dire que enfin, le processus que nous avons entamé est venu à son terme. Les innovations que nous avons voulu mettre en œuvre, voilà là où nous en sommes. Et donc, c'est comme si nous sommes dans un dialogue actuellement de sourds. C'est-à-dire que l'opposition qui ne veut pas entendre et qui ne veut rien voir de ce qui se passe en ce moment pour eux, si la 8e législature n'existe pas, pourquoi parlons-nous de main tendue? Et est-ce que si pour eux, ils ne voient pas la 8e législature, pourront-ils voir la main tendue? Ils ne verront rien. Donc, par conséquent, je pense quand même qu'il faut prendre conscience et dire qu'il y a une chose qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est-à-dire que la remise
en cause le retour en arrière pour reprendre le processus. Je pense quand même que ce n'est pas possible, puisque d'ailleurs les dernières nouvelles nous disent que l'Union africaine, si je ne me trompe, a envoyé un émissaire pour féliciter une invitation, d'ailleurs, au président de l'Assemblée nationale pour l'inviter à parler des questions sécuritaires, je pense. Une délégation de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a effectué une visite chez le président de l'Assemblée, Louis Vlavonon, pour discuter plutôt d'un prochain sommet sur la sécurité en Afrique. Voilà. Ce que vous dites à l'instant, c'est vrai qu'après la main tendue du chef de l'État, on reviendra sur les partis qui ont accepté cette main tendue dans l'UDBN et les FCBD. Mais déjà, les partis d'opposition ont posé 2 conditions. La première, c'est déjà de nouvelles élections. Et quand on sait que lorsqu'on réclame de nouvelles élections, on réclame l'annulation de ces élections du 28 avril. Outre cela, il y a l'amnistie des exilés politiques, de ceux que l'opposition considère comme des exilés politiques. Donc, voici les 2 exigences réclamées par l'opposition. Et si on doit faire une petite analyse de ces 2 exigences, Maury l'a dit tout à l'heure, il apparaît du moins utopique que de croire que nous allons revenir sur la législature qui est là aujourd'hui, qui a été installée au lendemain de cette crise électorale qui a donné une crise post-électorale. Il apparaît utopique que de demander cela, mais l'opposition est dans son rôle, parce que, Koné Aïssé, nous sommes en matière politique et en communication politique, pour discuter avec votre adversaire, il faut il faut poser certaines conditions. Oui, mais vous pensez que c'est utopique que l'opposition pose ces conditions? Oui, même si ces conditions sont irréalisables et irréalistes, peut-être, il faut poser ces conditions afin de faire reculer. Les élections du 28 se sont intervenues. Quand nous connaissons le taux de participation également, est-ce que vous pensez que ce Parlement représente valablement le peuple? Quand on sait un peu les conditions dans lesquelles c'est arrivé, le taux de participation, entre-temps de 22% annoncé par la Sénat, revenu à 27%, pendant que l'opposition parle de 10% ou un peu plus de 10%. C'est là un peu à ce niveau qu'il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que l'opposition poursuit un rêve utopique quand on sait... Avant d'abonder sur ce point, on parlait à l'égard des exigences de l'opposition. Et on a dit à l'instant... Qui consiste à demander si cette législature représente valablement le peuple. Le peuple a choisi ne pas aller voter, d'accord, pour une raison ou une autre. Voilà, le peuple n'a pas... Non, attendez, je vais développer ce que je veux dire. Ça dit que pour une raison ou une autre, oui, ça peut être circonstance, ça peut être la peur, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais le peuple n'est pas sorti pour voter. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est sur le peu de personnes qui sont sorties voter, d'accord? C'est sur cette base-là que la Sénat a proclamé les résultats. C'est sur cette base-là que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats. Et par conséquent, ce n'est pas des animaux qui sont allés voter, c'est des humains. Et donc, au nom de tout le peuple-là, on a considéré l'échantillon qui allait voter, on a proclamé les résultats. Et donc, qu'on le veuille ou non, ça s'impose aux autres, ça s'impose à nous tous. Et donc, cette législature, est-ce qu'elle représente valablement le peuple ou non? D'aucuns diront non, d'aucuns diront oui, mais qu'on le veuille ou non, ça s'impose à nous. Et c'est notre législature. Ce Parlement aura traîné tout cela tout au long du mandat. Ce Parlement aura traîné cela tout au long du mandat. Et quand on parle aujourd'hui, quand on demande la rélecture du code, par exemple, de la charte et que nous déplorons juste là, c'est l'absence de l'opposition, d'accord, à cette 8e législature, et que les débats se fassent sans l'opposition, et que l'on puisse revoir des tests
pour l'opposition, sans l'opposition. C'est là où, c'est ce que nous déplorons. Mais si c'est ça, est-ce que vous le trouvez maintenant pas que l'opposition est en droit maintenant de demander, par exemple, une dissolution, pourquoi pas, de la 8e? Est-ce que l'opposition n'est pas en droit de ne pas reconnaître? C'est un peu compliqué. Oui, bon, voilà. Mais Frédéric Servan, dites-nous, et dans tout ce lot, quand même, il y a des partis qui, de l'opposition ou pas, ou non, qui ont quand même, qui sont quand même prêts à aller au dialogue, notamment l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous avons suivi la conférence de presse. Une partie de la présidente, Claudine Affaire-Prudencio, au cours de la semaine. Qui de tout temps a proclamé, bien sûr, son soutien, son appartenance à la mouvance. Oui, il faut dire seulement. Vous me connaissez comme Michel. Avant de répondre à cette question, je poursuivais à l'instant, on parlait des exigences de l'opposition. On l'a dit. On a évolué dans le débat. On ne peut pas aller en avant sans rapidement prendre en considération les deux exigences de l'opposition et l'analyser. Et je disais à l'instant, Maury l'a dit, remettre en cause ces législatives, créer un vide juridique, aller à de nouvelles élections, etc. Aujourd'hui, cela paraît irréalisable. Donc, on pense que l'opposition est en train de pousser un peu le Rubicon pour arracher quelque chose. Et en matière de négociation politique, c'est ce qu'il y a. Ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur rôle et ils sont dans leur logique. Et on ne saurait leur en vouloir. Il faut mettre beaucoup de choses sur la table pour en avoir un peu. En matière, quant à, qu'on appelle l'amnistie des exilés politiques, je crois que l'opposition ne demande pas, ils ont martelé l'impunité. Mais il faudrait que l'État puisse garantir des conditions saines, des procès équitables à ces exilés politiques-là. Il faudrait qu'ils puissent revenir sereinement dans leur pays et répondre en toute sécurité aux faits qui leur sont reprochés. On ne demande pas aujourd'hui que, quand il s'agit de Inès qui a détourné, par exemple, quelques millions, qu'on le laisse et qu'il vive impunément dans la République en étant un fossoyeur de l'économie. Ce n'est pas ce qui est demandé. Il est demandé que les choses se fassent dans les règles de l'art. Si Inès a des choses à se reprocher, il faut que la procédure soit respectée. On doute de il faut que ce justice, c'est ce que l'opposition réclame. Et je crois que cela est possible. Si le chef de l'État est vraiment sincère dans ce qu'il a dit, dans sa main tendue, je crois qu'il peut instruire le ministre de la Justice, etc. Il ne peut pas s'immiscer dans la justice, mais je crois qu'on peut garantir à ces citoyens-là quand même des procès équitables, une procédure juste et pas biaisée. Je crois que cela est faisable, même si l'autre exigence semble chimérique et irréalisable. Maintenant, vous parlez de ces partis qui ont accepté la main tendue du chef de l'État. Il y a, pour l'instant, à ma connaissance, les FCDB de Soumanou Toleba qui se réclament toujours de l'opposition, mais vomis par la coalition de l'opposition, les résistants, parce qu'on estime que Toleba et son parti n'ont jamais rien fait concrètement pour s'inscrire dans cette coalition de l'opposition, pour se réclamer de l'opposition, et qu'il s'agirait, j'emprunte les mots, des résistants, de la coalition de l'opposition, d'opportunistes qui ont d'autres fins. Et donc, cette main tendue, dans ce contexte, vous allez voir, beaucoup de personnes ne tiennent pas vraiment compte de l'acceptation par la FCBD de la main tendue du chef de l'État. On estime que c'est un parti qui joue un jeu pas clair, inavoué, déjà qui se réclame de l'opposition, mais déjà vomi par l'ensemble des partis de l'opposition. Vous voyez, on ne regarde pas trop, on ne tient pas trop en considération ce parti modéré. C'est un parti de l'opposition. Ce parti se réclame de l'opposition modérée. Bon, toujours est-il qu'il faudra en tenir compte. Et puis, il y a de l'autre côté l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'opposition dans la mouvance. Non, mais c'est non, même pas l'opposition dans la mouvance. Vous pouvez me demander si c'est la mouvance dans l'opposition. Mais c'est pour comprendre. Une question juste, si les FCBD sont de la mouvance de l'opposition, toujours est-il qu'on s'étonne. On s'étonne quand... déjà la création... Toleba a dit que son parti est
de l'opposition. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les gens veulent lui imposer la mouvance. Vous savez, à la naissance de ce parti, qui s'est réclamé de l'opposition, beaucoup de gens se sont étonnés déjà du fait qu'on n'ait pas rejeté le dossier de ce parti parce que il y a les tests qui interdisent clairement qu'un nouveau parti ne porte pas les attributions, les signes déjà portés par d'autres partis. Et vous savez que les FCBE, leur symbole, ce sont les CORI et FCBD. À emprunter ce symbole-là et même la couleur verte aussi, de ce parti. Donc, l'inexistence même, la légitimité et la légalité même de ce parti-là posait problème à bon nombre de citoyens et à l'opposition. Maintenant, ce parti... Et puis, il faut ajouter aussi que depuis la naissance de ce parti, son comportement ressemble aux autres partis de la mouvance qui aussi ont été recalés. Quand les autres partis de l'opposition se réunissent, on ne voit pas, même si modérés, on ne voit pas les FCD participer à l'appel, aux activités, avec l'opposition. Pas légale, mais peut-être légitime, qu'on connaît. Donc, c'est un peu difficile de considérer un peu ce parti-là dans ce qu'il dit. Soit, on est obligé d'en tenir compte. Donc, quand on prend l'UDBN... Le oui au dialogue à la main tendue du chef de l'État... Quand vous voyez la posture de ce parti... C'est l'effet de Pipin ou bien... c'est l'effet de pied, je pense. Mais non, nous ne dirons pas ça. Toujours est-il qu'il faut quand même saluer, il faut reconnaître les mérites de ce parti. Peu importe sa position, il faut reconnaître ses mérites dès qu'il accepte la main tendue. Parce que nous reconnaissons tout ce qu'il faut aujourd'hui accepter cette main tendue. Il faut évoluer. Il faut dépasser cette crise aujourd'hui parce que si nous ne dépassons pas cette crise, si nous nous enlisons davantage dans cette crise électorale, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça termine. Et je ne voudrais pas, personne ne veut d'ailleurs que notre pays soit ce Bénin-là, comme ces nations-là qui, après 2 ans, 3 ans d'une élection, continuent de poursuivre dans la crise post-électorale où 3 ans, 4 ans après, on entend que la situation est tendue toujours à cause d'une élection antérieure. Et tous ces acteurs-là qui permettent aujourd'hui, qui sont favorables à ce qu'on avance, je crois qu'il faut les saluer. Et c'est dans cette logique que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Prudencio a accepté aussi la main tendue du chef de l'État avec aussi ses exigences. Ses exigences parce que Claudine Prudencio et son parti ont exigé que ces échanges soient des échanges constructifs, dans un bref délai d'abord, et que ce soit un dialogue inclusif. Deux exigences de ce parti, vous me permettez, deux exigences de ce parti. Poursuivre les analyses à propos du dialogue annoncé par le chef de l'État. Je crois quand même que Igor Ntonti peut ramener cela. Bien évidemment. En attendant qu'on ne voilà, merci. Voilà. Merci. Donc, deux exigences de l'UDBN, un dialogue inclusif et immédiat. Tout à fait. Et immédiat, je crois que ce parti a raison parce qu'il y a l'annonce, il y a les effets d'annonce et il y a la réalité. Il ne faudrait pas que ce soit seulement un discours qui parle d'un dialogue avec la classe politique et que d'ici 3, 6 mois, 9 mois, rien ne se passe alors que nous avons les communales là. Il faut joindre les actes à la parole dans l'immédiat. L'UDBN l'a exigé, c'est salutaire, il le faut, et que ce soit inclusif. Ce parti l'a exigé encore, parce que cette crise est née de l'exclusion. Il ne faudrait pas que ce dialogue soit aussi exclusif. Il faudrait que tout le monde puisse s'asseoir autour de la table, que ce dialogue soit inclusif pour discuter de ça. C'est aussi salutaire. Vous avez parlé de la franchise du chef de l'État tout à l'heure, donc je crois quand même que sur la question, il n'y a pas à avoir aujourd'hui des craintes, il n'y a pas à avoir aujourd'hui, à se dire aujourd'hui, est-ce qu'entre-temps, une certaine ruse et un peu de la rage passerait dans cela. Et en plus, ça aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. Nous ne pouvons pas nous assurer de ce que l'on ne peut pas avoir de crainte en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous guette. De l'État aujourd'hui, non, la crainte en fait ne se situe pas la paix dans la classe politique. La crainte ne se situe pas par rapport au chef de l'État. On voit que toutes les conditions sont réunies. Voilà. C'est par rapport aux séances qui sont en vue. Ça dit que, faut juste là dire, nous avons les élections communales qui sont pour bientôt. Et donc, si nous restons là à
tergiverser encore, à pleurnicher sur la situation vécue que nous déplorons, nous risquons d'être rattrapés encore par les élections communales où nous serions encore à ce stade d'exclusion. Ce sera l'exclusion de trop. Et je crois, Maury et Corneille, que le ministère de l'Intérieur de Saka Lafia doit enfin jouer son rôle à ce niveau. Parce que, selon certains partis de l'opposition, et notamment les FCBE, depuis la dernière scène qui s'est déroulée à la Cour suprême, le ping-pong entre le ministère de l'Intérieur et la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente, le ministère n'a pas encore répondu, n'aurait pas encore répondu jusqu'à ce jour. Je crois qu'il n'y saurait y avoir dialogue si le ministère de l'Intérieur n'apportait pas enfin du répondant à ces partis. Il faudrait la bonne foi du gouvernement, la bonne foi du ministère de l'Intérieur, parce que tout est parti de là. Du certificat de conformité que devait délivrer le ministère de l'Intérieur, qui finalement n'a pas délivré ce certificat à ces partis-là. Eh bien, il ne faudrait pas, avant même le dialogue, il faudrait montrer les signes du dégel et que le ministère de l'Intérieur de Saka Lafia puisse répondre à ces partis pour dire « Vous avez votre certificat de conformité. Vous ne l'avez pas. Nous vous demandons ceci et cela. Mettez-vous pas. Nous sommes prêts à vous conduire. Nous sommes prêts à vous accompagner dans ce processus-là pour bien accomplir les formalités afin d'obtenir votre certificat de conformité. Il faudrait qu'il y ait de la bonne foi, que l'autorité montre sa bonne foi au vu de tout le monde, à la communauté internationale et au pays tout entier. Il faudrait que ceci vienne du ministère de l'Intérieur pour qu'on sente réellement qu'il y a dialogue et que quelque chose est fait dans ce sens. D'accord. On change rapidement de sujet. Avant de changer de sujet, puisque je ne me suis pas prononcé par rapport à cette main tendue de la présidente de l'IDBN, je voudrais une fois encore saluer quand même cette ouverture d'esprit. Il faut quand même dire que ce parti et ses militants, jusque-là, ont montré quand même que ils tiennent à la paix, à la sauvegarde de la paix au Bénin. Parce que déjà, au lendemain de cette proclamation des résultats où on a retenu que deux partis, je crois deux partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, aussitôt, l'UDBN a été le premier parti politique qui a effectué une sortie pour l'appel à la paix, pour appeler ses militants à la paix, à l'apaisement, à sauvegarder la démocratie. Et donc, juste après ça, les élections se sont déroulées, malgré toute la tension, malgré toutes les sorties. Finalement, le parti revient pour accepter la main tendue du chef de l'État. C'est à saluer, c'est une... comment je vais dire, c'est l'expression d'une maturité politique. Plus que ça. Non, c'est plus que ça. Au-delà de la maturité, au-delà de la maturité politique, nous devons aller chercher l'amour pour le pays, l'amour pour la patrie. C'est du patriotisme. Il ne faudra pas dire que l'opposition a refusé la main tendue du chef de l'État. L'opposition n'a pas refusé cette main tendue. L'opposition a bien évidemment accepté cette main tendue, mais pose ses exigences. Il faut maintenant que le chef de l'État, sinon l'exécutif, puisse donner du répondant à ces exigences-là. Non, nous ne pouvons pas accéder à cette requête. Nous ne pouvons par contre accéder à celle-ci dans telles conditions. Nous sommes prêts à vous accorder ceci. Nous sommes prêts à concéder ceci, à ne pas concéder cela. Il faut désormais, le chef de l'État a tendu une main, les autres ont accepté et posé deux exigences. Il revient aux autres maintenant de dire qu'est-ce qu'il y a lieu d'accepter, qu'est-ce qui est impossible, parce que c'est ça le dialogue. Quand votre enfant vous demande 500 francs pour le pâté le matin et que vous ne pouvez pas, vous ne lui dites pas non. Vous lui dites, j'ai 200 pour toi, et puis c'est comme ça. Et là, il y a la bonne foi des deux côtés. Il faut juste, ce n'est pas à distance que le dialogue se fait. Le dialogue se fait autour d'une table. Donc, ce n'est pas par la presse interposée, ce n'est pas la presse écrite qu'il faut envoyer des messages au chef de l'État. Ce n'est pas la presse qu'il faut envoyer des messages au chef de l'État. Ce n'est pas, non. Je pense quand même cette table existe bien entre les politiciens. C'est ça, justement. Au-delà des attaques par médias interposés, la table des politiciens
elle est là. Nous ne la voyons pas. Quand par s'interposer, on s'insulte, on s'envoie des pics. Et que le soir, invisible, il y a du vin, il y a du champagne, il y a du caviar. Non, quand même, vous n'allez pas me dire que à l'heure où nous sommes, que ces personnes-là, suivez mon regard, vont s'asseoir et boire ensemble. Vous risquez d'avoir un AVC en découvrant la politique. Je voudrais bien que vous m'amenez des photos ou des images de ces personnes-là assises ce soir en train de boire ensemble. Merci à vous, chers confrères. Rapidement, avant de passer à l'autre, à ce vaste dossier de malversation à la fonction publique, dossier évoqué en Conseil des ministres mercredi dernier, à l'ARC 6e mandature. La campagne électorale a été lancée ce vendredi. Fréjus Serment, plusieurs candidats, on parle de 12 candidats pour représenter les professionnels des médias. Quelles sont vos réactions en tant que professionnels des médias et qu'est-ce qu'on peut espérer de nos représentants ou bien de ces nouveaux représentants qui sont en liste maintenant pour eh bien, la 6e mandature. Merci Koné Eché. Igor Moutondi aura bien compris qu'on a terminé avec le dialogue national et Louis Desbiennes qui dit oui à Patrice Talon. Et bien évidemment, nous abordons cette fois-ci le thème lié à la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vous savez, le mandat de la RAC qui est là s'achève actuellement et une autre RAC doit la remplacer pour un mandat de 5 ans, non révocable et non renouvelable. Et pour nos amis téléspectateurs qui doivent le savoir, les professionnels des médias au thème des élections doivent désigner 3 représentants, un pour la presse écrite, un pour la presse audiovisuelle, un pour les techniciens. Et le président de la République doit désigner 3 et le président de l'Assemblée, sinon l'Assemblée nationale 3. Eh bien, c'est dans cette fièvre que nous sommes actuellement où la campagne est lancée, où vous voyez plusieurs candidats qui font feu de tout bois, qui proposent des projets, qui demandent le suffrage de leurs confrères pour ces élections-là. Et cette campagne est un peu dommage. Il y a quelques fausses notes notées quand même dans cette campagne-là parce que on sait très bien que les professionnels des médias désignent 3 personnes. Bien sûr. Et que les autres sont nommés et qu'ils font 6. Et qu'avec leur bonne volonté, toute leur bonne volonté, ces 3 professionnels des médias désignés par leurs confrères ne pourront forcément pas faire grand-chose face aux autres nommés, face à la volonté politique. Si la volonté politique doit continuer à gouverner la presse, ces 3 professionnels-là ne peuvent véritablement rien. Mais quand vous écoutez les discours des uns et des autres, ils promettent monts et merveilles, ciel et terre, aux problèmes des médias qui vont changer la presse, ils vont révolutionner. Il n'y a pas un langage de vérité. Là, nous observons les journalistes, les hommes des médias qui font comme les politiciens. Il n'y a pas un discours franc. Et c'est les élections. Mais ils font quoi? Ils diront quoi? Le dialogue devrait être que quand nous serons là-bas, nous ferons ce que nous pourrons. Au moment opportun. Nous essaierons de voir si nous pourrons tirer un peu le drap de notre côté en convainquant un peu ceux qui ont été désignés par le gouvernement et l'Assemblée. Bien évidemment, c'est ça. Oui. Non, mais c'est ça. Dans le discours, il faut reconnaître que dans le lot, il y a des candidats qui sont conscients de... Moriagua, jusque-là, les discours que je suis en train d'entendre, c'est comme si, non seulement les 3, mais chaque candidat en lui seul, dès qu'il sera élu, pourra faire des merveilles. Et ce n'est pas possible. Mais il faut encourager. C'est vrai que cette RAC a besoin de réforme. Elle a sérieusement besoin de réforme. Je ne veux pas vous dire ce que je pense de la RAC ici. De cette RAC, je ne veux pas vous le dire, vous le savez très bien. Cette mandature finissante. Oui, il faut reconnaître une chose, et c'est le lieu de le dire, tel que la RAC est configurée. Franchement, excusez-moi, c'est une aberration. Ça dit qu'une structure qui est censée réguler la presse, qui est censée s'occuper
des problèmes de la presse et qui est en majorité, où ne siège pas en majorité des hommes, des médias, franchement, ça laisse à désirer. Et c'est là que les candidats actuels devraient pouvoir nous dire qu'ils ont l'ambition, une fois élus, de lutter pour la révision de cette loi, relative à la RAC. Le candidat Patrice Talon l'avait évoqué dans son projet de société. Oui, ça c'est le candidat Patrice Talon. Là, nous parlons des candidats qui veulent aller siéger. Le candidat Patrice Talon l'avait évoqué. Il revient. Après 3 ans. Il revient à ces candidats-là. On l'attend, en tout cas, on l'attend quand même. Le candidat Patrice Talon, il a beaucoup de choses en charge. C'est le président de la République du Bénin. Vous savez, il faut des gens pour l'aider à faire. Et ces candidats aujourd'hui, ceux qui veulent aller siéger à la RAC aujourd'hui, doivent pouvoir nous dire qu'ils ont l'ambition, une fois à la RAC, de lutter, d'entretenir des relations, d'être dans des projets avec les élus, les nouveaux députés, pour quand même réviser la loi relative à la RAC, pour que désormais cette RAC soit une RAC de la presse. Une RAC au service des médias. Une RAC qui protège les médias et non une institution qui soit une hache sur la tête des médias. Il faudra qu'ils puissent nous le dire. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites une RAC qui protège les médias. Parce que c'est ça que les politiques ne veulent pas entendre. Qui protège les médias, non, mais qui agissent, d'accord, une RAC qui véritablement est impartiale et qui pourra taper du poing sur la table ou du moins donner raison quand il le faut aux médias, donner raison quand il le faut aux politiques. Mais pas protéger, parce que c'est d'ailleurs cette protection que craignaient ceux-là qui ont dû mettre en place ce test et qui aujourd'hui n'en voient pas en majorité des professionnels des médias siéger. Mais la protection des médias, c'est donner raison aux médias quand il le faut et leur dire ils ont tort quand ils n'ont pas raison. C'est cela la protection. La protection, ce n'est pas l'impunité. Nous souhaitons une RAC véritablement responsable. Mais je crois que parmi ces candidats qui souhaitent aller siéger à la RAC, il y a quand même des candidats, nous n'allons pas citer le nom ici, qui sont capables de ce leadership, de pousser quand même leurs collègues, leurs pairs vers des résolutions dans le cadre de la révision quand même de cette loi relative à la RAC pour une RAC très au service des médias. Je crois que c'est possible, il suffit aux professionnels des médias quand même d'ouvrir les yeux, de ne pas faire l'erreur en choisissant les personnes qu'il ne faut pas. Je crois véritablement que les professionnels des médias doivent faire des analyses poussées, réfléchir dans ce sens afin de désigner les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, l'élection, c'est pour très bientôt. Nous allons passer rapidement à ce vaste dossier. C'est également le lieu de mentionner qu'on n'a pas encore eu de femmes. D'accord ? En ce qui concerne les 3 désignés par les professionnels des médias, il n'y a pas encore eu de femmes. Durant les 5 mandatures, la 5e mandature, jusqu'à la 5e mandature qui s'achève. Et donc, je pense que je ne suis pas directeur de campagne, mais s'il y a des femmes candidats, je pense que c'est... Non, pas du tout. Non, en fait, il y a plusieurs femmes. Il y a de femmes candidates dans le secteur de la technique. Il y a de femmes candidates également dans le secteur de l'audiovisuel. Et donc, il faut donner la chance aux femmes. Plusieurs agents de l'État dans l'administration publique se sont retrouvés aujourd'hui dans un vaste dossier de malversation. Je commence par vous, Anne-Marie Agua. Il y a quand même que le régime en place, depuis quand même son avènement, a fait beaucoup de réformes dans ce sens. Mais qu'est-ce qui justifie encore Comment peut-on expliquer le fait que dans l'administration, les gens continuent quand même de s'adonner à de la mauvaise gestion des fonds publics quand on sait que le gouvernement, surtout, a mis une certaine priorité à la lutte contre la corruption et l'impunité et autres? Le gouvernement a déclenché une guerre sans merci contre l'impunité et donc l'a prouvé, l'a démontré. J'en veux pour preuve dès l'installation
du gouvernement de la rupture, les réformes qu'il y a eu dans le secteur de la sécurité, au niveau des routes, où il n'y avait plus de rançonnement, tout ce que vous savez. Et donc, dans l'administration, des efforts ont été faits. Et donc, des dispositions ont été prises. Mais malgré ça, il y a des agents indélicats qui arrivent à contourner les barrières, à contourner les dispositions pour quand même continuer par vivre, je vais dire, comme ils vivaient. Hein, un train de vie incroyable, un train de vie au-delà des moyens, de ses capacités. De ses capacités, si l'on devait s'en tenir seulement à ce qu'on doit gagner par mois et à ses primes. Et donc, ces personnes-là refusent de se contenter de leur salaire et des primes, et donc arrivent toujours à trouver les moyens pour détourner. Et donc, je crois que le gouvernement de la rupture a mis suffisamment de temps, a mis des gages, mais finalement, ces personnes arrivent à contourner. Et donc, voilà, suite au bilan, rapport de l'inspection générale de l'année 2018, on constate bien qu'il existe encore des personnes qui continuent par s'adonner à ces mauvaises pratiques, ces vilaines pratiques qui consistent à s'enrichir de façon illicite. Et donc, les dispositions seront prises pour des poursuites contre ces personnes, mais aussi c'est le moment pour le gouvernement. D'ailleurs, la décision a été prise au Conseil des ministres du 29 mai pour que le gouvernement mette en place les moyens qu'il faut, les moyens de suivi, des sanctions. Il ne suffit pas de prononcer des sanctions, mais il va falloir suivre jusqu'au bout pour s'assurer que ces sanctions-là, les individus ont été appliqués aux individus concernés et que les décisions ont été suivies. Que cela serve d'exemple. Voilà, que cela serve d'exemple. La génération, la génération montante. Les gens craignent un peu, cette lutte-là contre la corruption. On se pose la... Oui. On se pose la question de savoir si ces agents indélicats n'ont pas compris quand même n'ont pas vu les coups de fouet de la criette qui, dans cette sanction... Moi, parfois, je me demande ce que les gens veulent, si les gens s'aiment réellement. Avec cette volonté de réforme, cette volonté de rupture, d'aller de l'avant, continuer encore dans ces pratiques malsaines. Ça m'étonne encore que ces genres de choses se passent encore. On parle de frais indûment perçus ou détournés, de frais de mission et TVA notamment à d'autres fins, et non recouvrés, ce qui constitue bien évidemment des manques à gagner, un manque à gagner très important pour l'État béninois. Vous savez, nous nous échinons dans le secteur privé et puis les entrepreneurs, regardez le mal que ces entrepreneurs se donnent pour avoir le pain quotidien, pour évoluer, et ils payent le taxe, vous payez vos taxes. C'est dans ça encore que des individus indélicats tapis dans la fonction publique trouvent encore qu'il est nécessaire pour eux de percevoir indûment des frais, de détourner de l'argent que les autres souffrent à cotiser dans la caisse de l'État. Comme vous l'avez dit, et il faut sanctionner de manière très ferme et très forte ces personnes-là pour qu'ils puissent servir d'exemple. Et l'organe qui sera incessamment créé pour suivre ces décisions des personnes poursuivies fera œuvre utile, bien évidemment, en ne ratant aucune de ces personnes-là indexées dans ces dossiers. Il faut faire la promotion des bonnes valeurs dans l'administration et éviter quand même de détourner les biens publics. C'est justement ça, le message que le gouvernement a tenté quand même de faire passer depuis quand même l'avènement de ce régime. On a vu quand même beaucoup de dossiers de malversation, d'impunité devant les juridictions. On va rapidement boucler. Nous avons que juste quelques 3 minutes. Michel Doussouye était face à la presse. Frédéric Servolan à Nomoriagua pour rassurer encore une fois à part de la liste, les 23 joueurs sélectionnés. C'est vrai que on attendait Michel Doussouye par rapport à cette
liste des 23 joueurs, dont 2 locaux, 21 internationaux. Et donc, en fait, quand on dit 21 internationaux, c'est ces joueurs-là dont nous avons l'habitude d'entendre les noms. Et donc, que nous voyons déjà évoluer dans l'équipe nationale. Merci, Michel Dussuyer n'a pas fait la magie. Michel Dussuyer est allé chercher les joueurs qui nous avaient amenés pour préparer l'équipe en l'absence de Stéphane Sessegnon pour pouvoir qualifier l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons vu, le peuple béninois l'a vu, et c'est des joueurs de qualité. Normalement, quand on parle de Verdon et autres joueurs, quand même, c'est des joueurs de qualité et qui ont pu tenir la dragée haut. Et donc, également, en ce qui concerne notre milieu, nous avons... il avait dégoté un milieu qui a été aussi absent, le Rastala, j'oublie son nom. C'est également des gens qui sont capables de ratisser beaucoup de balles. Et je pense quand même que l'interrogation, c'est est-ce que le Bénin pourra faire face à cette équipe ghanéenne que j'ai passé quelques minutes encore à revoir face au Brésil, à la Coupe du Monde, face à d'autres équipes, l'Uruguay. Et donc j'ai dit, mais est-ce que quand même cette équipe ghanéenne est encore en place? Est-ce que nous pourrons faire face à cette équipe? Raté par Diana Samoa. Tout est question de volonté qu'on ait haïssé. Je pense quand même que seule la discipline et le travail peut donc conduire notre équipe à aller loin dans cette compétition. Il suffit d'une victoire et d'un match nul ou de 2 victoires pour se qualifier pour le second tour. Et je pense que les écureuils peuvent cela. Ce n'est pas la passion qui parle, mais je pense que l'équipe que nous avons en face peut surprendre agréablement. Et donc, nous apprenons que cette équipe participera à la remise de drapeaux le dimanche 2 juin. Reste à confirmer. Et donc, on ne peut que souhaiter bonne chance. En tout cas, on dira merci à Michel Dussuyer, à toute l'équipe d'encadrement. Merci également au gouvernement, au ministère qui font les efforts nécessaires, voilà, justement, pour que l'équipe nationale ne fasse pas pièce figure à la CAN et que le Bénin signe enfin une première victoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous y croyons fermement et on va commencer par dire bravo à l'équipe nationale. Merci à toutes et à tous. C'est fini pour le forum de la rédaction. On va vous dire simplement au revoir et puis à la semaine prochaine.